Nous abordons la première question et comme vous le savez, pour chaque question, il y a 5 choix possibles dont un seul est juste. Nous allons analyser chacune des 5 réponses possibles. Le premier choix n'est pas correct car le cycle de Krebs produit du NADH, du FADH2, du CO2, mais il ne produit pas de l'acétyl coenzyme A. Ce dernier étant le substrat qui entre dans le cycle, pas un produit de celui-ci. La proposition B est également incorrecte car la fermentation lactique produit de l'acide lactique et de l'ATP mais pas de CO2. Le CO2 est produit par la fermentation alcoolique. Je vais garder le choix C pour la fin. La proposition D est également fausse car la chaîne respiratoire permet l'oxydation du NADH et du FADH2, ce qui conduit à la réduction de l'oxygène en eau. Le NAD+ et le FAD sont régénérés, mais ce ne sont pas eux qui sont réduits. Le choix E est également faux car c'est l'inverse qui se produit. En effet, pendant le transfert des électrons à travers la chaîne respiratoire, des protons H+ sont transférés de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire, générant ainsi un gradient de protons. Le bon choix, c'est la proposition C. En effet, dans la mitochondrie, le processus d'oxydoréduction joue un rôle important dans la régénération de l'ATP. Passons à la question 2. Lors du catabolisme aérobie, la plus grande partie du CO2 est libérée pendant la glycolyse, le cycle de Krebs, la fermentation lactique, le transport d'électrons ou bien la phosphorylation oxydative. Comme vous le savez, la glycolyse permet la dégradation du glucose en pyruvate. La fermentation lactique assure la production de l'acide lactique. Le transport d'électrons joue un rôle dans la production de l'ATP. La phosphorylation oxydative permet également la synthèse de l'ATP. La bonne réponse, c'est la réponse B, car le cycle de Krebs permet la production du CO2 à partir du pyruvate. Passons maintenant à la question 3 et voyons ensemble la bonne réponse. Nous allons commencer par le premier choix. Lors d'un exercice physique intense et de courte durée, l'utilisation de la glycolyse anaérobie conduit à la production d'une faible quantité d'ATP. De plus, l'acide lactique produit s'accumule dans les muscles et n'est pas immédiatement utilisé pour resynthétiser du glucose. Le premier choix est donc faux. Nous allons d'abord analyser le choix C et nous reviendrons à la réponse B à la fin. La réponse C décrit le processus de la glycolyse aérobie, pas la glycolyse anaérobie. La réponse C est donc fausse. La réponse D est également fausse. En effet, l'acide lactique n'est pas directement transformé dans la chaîne respiratoire. Sa conversion en dioxyde de carbone et en eau se réalise via la respiration aérobie dans les mitochondries lorsque l'oxygène est disponible. Cependant, durant un exercice intense où la glycolyse anaérobie prédomine, cette transformation n'a pas lieu immédiatement.
Par conséquent, le choix D est incorrect. La réponse E n'est pas correcte car pendant la glycolyse anaérobie, la production d'ATP est limitée par rapport à la glycolyse aérobie. De plus, l'acide lactique n'est pas utilisé pour la synthèse de protéines musculaires. Les protéines sont synthétisées à partir des acides aminés. La solution B est correcte. En effet, lors d'un exercice physique intense et de courte durée, la glycolyse anaérobie produit effectivement une quantité limitée d'ATP et génère de l'acide lactique. Ce dernier s'accumule dans les muscles et contribue à la sensation de fatigue musculaire. Nous voici maintenant à la question 4. Analysons les 5 réponses possibles. Le premier choix est incorrect, car l'insuline est produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans. La solution B n'est pas bonne, car l'insuline est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle abaisse le taux de glucose dans le sang. Le choix C est également incorrect, car l'insuline est formée de 51 acides aminés, pas de 15 acides aminés. Le choix D est également incorrect, car on ne parle pas de la transcription de l'ARN messager, on parle plutôt de la transcription de l'ADN. La dernière proposition est correcte. En effet, les précurseurs de cette hormone, la préproinsuline et la proinsuline, sont effectivement composés de 3 chaînes peptidiques, ce qui justifie la déclaration proposée.